C'est parti, ouais. Voilà. Itératif. Ouais, Alors, me voilà. Amine, bonjour, merci. Ouais. Voilà, donc on est là pour notre deuxième partie en chemise. C'est ça. Bien habillé. Et donc, on va parler de la partie IA générative. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que l'IA générative ? Bien sûr, l'IA générative, donc, contrairement aux IA que l'on a pu aborder la dernière fois, est un type d'intelligence artificielle qui va être principalement axé sur la génération de contenu. Le contenu peut être de tout type, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la génération de contenu sous format de texte, sous format audio, sous format de PowerPoint si on a besoin de faire des slides, et également sous format d'image. Donc, à quoi ça va nous servir ? Ça va nous servir à gagner du temps donc, sur toutes les tâches où la génération de documents est nécessaire, mais ça peut également nous aider pour de l'automatisation ou également pour l'aide à la prise de décision. Est-ce que tu pourrais nous donner deux exemples ? Oui. Plus précis. Oui, absolument. On va prendre un premier exemple. Donc, toute entreprise a un service commercial. Prenons l'exemple d'un cabinet de conseil. Si ce cabinet de conseil a besoin d'intégrer de nouveaux éléments, de nouveaux collaborateurs donc, à ce service-là, ces collaborateurs, pour proposer donc, de nouvelles offres, auront besoin de la connaissance de l'historique de l'entreprise, avec donc, bien évidemment la politique et la stratégie d'entreprise sur la gestion des nouvelles offres. Une IA générative, avec la connaissance de cet historique-là, pourra donc lui conseiller, lui synthétiser comment ont été proposées les offres jusqu'à présent. Et également, grâce à la grande et énorme évolution de la technologie à côté, supposons que c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la technologie, pourra avoir une synthèse donc, sur ce que propose le cabinet de conseil sans pour autant rentrer donc, dans la technique, avoir une idée globale sur comment construire son offre en faisant donc, la jointure entre l'aspect commercial, donc l'aspect offre, et l'aspect technologie à intégrer donc, sur les nouvelles offres. L'IA générative donc, pourra parcourir des centaines et des centaines de documentations, d'informations pour pouvoir lui proposer les axes d'amélioration sur les nouvelles offres. On peut prendre cet exemple comme un premier exemple. À côté, on peut prendre un exemple qui va plus parler à tout le monde. Tous les sites web en général vont avoir une foire aux questions. Cette foire aux questions, on peut s'en servir comme base de données pour entraîner justement une IA générative pour qu'elle puisse justement apprendre à orienter de nouveaux clients en fonction des expériences et des retours d'expérience d'autres clients qui sont passés par les mêmes étapes et donc voilà une deuxième utilisation pour l'IA générative. Donc en fait, dans un scénario comme ça, tu vas bénéficier de toutes les questions posées par les personnes et tu pourras améliorer ta réponse. Exactement. Ou intégrer des systèmes de dialogue que tu retrouves sur les sites internet voilà, avec une IA connectée, une IA générative qui est capable de répondre un peu en live sur ces questions. Donc, c'est l'équivalent d'un chatbot que l'on va intégrer sur un site web et qui a la connaissance de toutes les questions qui ont été posées par les clients auparavant. Super. Très bien. Donc, dans ces scénarios-là, il faut une IA générative. Donc, la première chose, c'est d'aller choisir des modèles de données. Oui. Les modèles de données, des modèles, des LLM. Des LLM. Ça veut dire quoi d'ailleurs, LLM ? Des larges modèles de langage. D'accord. Large Language Model en anglais. Donc, en effet, le choix du LLM, c'est quelque chose de primordial, tout simplement parce que on a des LLM qui vont être davantage plus performants sur la génération de texte, alors que d'autres vont être plus performants sur la génération de code. D'autres vont être plus performants sur des éléments de logique, et donc on a plusieurs benchmarks pour pouvoir comparer en fonction du cas d'utilisation ou du cas d'usage que l'on souhaite en faire, donc qui est le point de départ de tout projet d'IA générative. À partir de ce moment-là, une fois qu'on aura identifié donc, le cas d'usage,
on pourra sélectionner donc les LLM qui vont performer le mieux donc, sur ce cas d'usage. Donc dans les clouds, en fait, tu as accès à une plateforme et tu vas choisir ton LLM. Donc là, l'idée, c'est effectivement choisir le bon LLM pour le bon sujet. Exactement. Et de pouvoir effectivement bénéficier. Ce que tu me disais, c'est que derrière cette installation du LLM et la création de la plateforme, on va utiliser la technique du RAG, c'est ça? Du RAG. Donc ça veut dire quoi, pareil, RAG? C'est une technique, c'est également une architecture, donc en anglais c'est Retrieval Augmented Generation, qui se traduit littéralement par la récupération de la génération augmentée. Qu'est-ce que ça signifie plus exactement? C'est que l'IA générative va augmenter sa capacité à générer du texte ou du contenu plus généralement, à l'aide des données de l'entreprise. Donc c'est l'augmentation de la génération de l'IA avec nos propres données ou donc les données de l'entreprise. Oui, d'accord, donc ça change. Un LLM, quand tu l'installes, il sait répondre à tout, mais bien évidemment, il ne connaît pas le monde de l'entreprise, donc il est trop généraliste, et tu vas le spécialiser. Absolument. Grâce à la technique du RAG. Tu disais qu'il y a plusieurs parties dans le RAG, c'est ça, de la façon dont on va aller se connecter aux données? On peut en effet entraîner ou se connecter aux données de l'entreprise de plusieurs manières différentes. Donc ça va être soit du réentraînement du modèle, donc qui peut être une tâche assez chronophage et assez coûteuse. Ça dépend du cas d'utilisation bien évidemment. Est-ce qu'on a besoin d'être opérationnel assez rapidement ou est-ce qu'on peut se permettre de réentraîner un modèle? Et on a ce qu'on appelle l'indexation. L'indexation, c'est le fait de venir récupérer donc les données que l'on souhaite, avec lesquelles on souhaite entraîner cette IA, que l'on va placer dans ce qu'on appelle un espace sémantique. Donc un espace sémantique, c'est la représentation d'une IA générative, c'est comment se représente une IA générative les données. Et donc c'est l'équivalent d'un espace vectoriel ou d'un espace à 3 dimensions si on souhaite réduire le nombre de dimensions de manière à ce que ça soit imaginable et compréhensible par l'homme. Mais généralement on va avoir n dimensions avec un n qui va être assez élevé. Qu'est-ce que ça signifie plus exactement? Ça signifie que lorsqu'un utilisateur va envoyer un prompt à une IA générative, cette IA générative va sélectionner, donc va faire une analyse sémantique de ce prompt-là, pouvoir placer la demande ou le besoin de l'utilisateur sur cet espace sémantique qui représente en gros la compréhension de l'IA générative de notre monde à nous et de nos données à nous. D'accord, vraiment la connexion entre notre monde, vraiment à l'intérieur finalement de la partie IA générative, donc c'est assez génial. Très bien, donc on a choisi le LLM, on s'est placé dans le cloud ou alors on a fait l'effort de on-premise dans certains sujets qui nécessitent encore plus de sécurité. On veut vraiment avoir l'installation chez soi. On a fait les LLM, on a fait notre RAG. Il reste encore des choses à faire du point de vue de la sécurité. Bien évidemment, la sécurité, c'est un point primordial, comme dans tout projet IA en général, ou plus dans tout projet data plus globalement. Donc l'aspect sécurité, prenons l'exemple de Microsoft. Donc si on est on-premise, on a une gestion de la sécurité qui va être particulière, donc ça sera du local. Mais prenons l'exemple du cloud. Par exemple, sur Google, on a sur Azure, Microsoft, on a l'équivalent de ce qu'on appelle l'Intra-ID. L'Intra-ID qui nous permet donc d'identifier chacun des utilisateurs de cet environnement que l'on met à leur disposition. Chacun des utilisateurs a déjà des accès qui sont attribués. Donc on peut avoir accès à certaines bases de données et d'autres non. En fonction de cette Intra-ID, une IA générative donc déployée sur Azure pourra filtrer donc, les données qu'il doit fournir donc, à chacun de ses utilisateurs en fonction du groupe d'utilisateurs auquel il appartient. Donc en général, un DSI va avoir accès à la totalité des données de l'entreprise. Alors qu'un collaborateur côté IT n'est pas censé avoir accès au dernier rapport financier de l'entreprise. Ça peut être, de ce que tu disais sur l'exemple d'une équipe commerciale, ça peut être pareil entre une direction commerciale et des commerciaux, peut-être des capacités de filtrer certaines choses plus stratégiques ou autres. Absolument, donc on peut filtrer de manière stratégique en respectant donc déjà dans un premier temps
vu qu'on va entraîner une IA générative, le RGPD, donc c'est quelque chose... Ça, c'est au moment de l'entraînement. Voilà. Absolument, donc au moment de l'entraînement. Et on a par la suite ce qu'on appelle également des filtres de contenu. Donc généralement, lorsqu'on va déployer une IA générative dans une entreprise, c'est pour un besoin précis et spécifique. Donc aller demander une recette de cuisine à une IA qui est censée générer des offres... C'est un biais. C'est un biais. Surtout qu'en fait, l'entreprise va payer pour cette recette de cuisine. C'est ça, elle va payer, même si le prix du token reste assez négligeable, mais c'est si l'utilisation est répandue, ou si on prend l'exemple, par exemple, que l'on avait donné un peu plus tôt sur le chatbot intégré au site web, qui sera déployé à une échelle beaucoup plus grande, tous les clients pourront demander à un chatbot qui est destiné à faire une foire aux questions, donc à faire office de foire aux questions, de demander des recettes de cuisine à ce chatbot-là. Et donc là, on peut voir la consommation exploser, ce qui n'était pas l'objectif initial. D'accord. Très bien. Donc cette capacité d'encadrer tout ça, c'est quelque chose de très important. Il y a aussi le respect, je disais, du GDPR. Il y a aussi l'Internet dans l'IA Act. L'IA Act, absolument. Qui impose des règles un peu au comportement des IA. Exactement. Donc c'est l'IA Act, c'est les consensus européens pour réglementer l'utilisation de l'IA générative. Et qui peuvent effectivement aussi avoir un impact dans une IA interne à une entreprise. Exactement. Qui aura forcément un impact, je dirais, sur les IA en entreprise en Europe. Il existe d'autres équivalents, que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie, mais nous sommes en Europe. Très bien. Donc là, on a descendu notre projet. Après, ça reste un projet informatique classique, donc on va, j'imagine, cadrer un peu les choses, bien choisir les sujets, valider avec les métiers la faisabilité, voilà. Il y a et après, ça se déroule un peu comme un projet classique. C'est exactement ça, ça reste assez similaire à ce qui se fait pour un projet de machine learning classique ou d'intelligence artificielle ou de data plus généralement. Donc, on a parlé de l'aspect sécurité. Il y a un nouvel aspect qui intervient, c'est l'aspect filtrage de contenu. Mais il y aura également, pour commencer un projet data, bien évidemment, l'identification du cas d'usage, qui est le point de départ et qui est primordial. Donc, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette IA générative et qu'est-ce que j'attends en retour? C'est le point qui me permet justement de voir si j'ai réussi à atteindre mon objectif ou s'il reste des éléments à améliorer davantage. La qualité de la donnée est quelque chose d'indispensable. Dans tous les projets de données, s'il y a la qualité de la donnée n'est pas bonne en entrée, voilà, en sortie, ça sera pas émouvant. En effet, et donc de la même manière qu'un enfant va apprendre, j'adore prendre cet exemple de l'enfant, s'il y a des biais, donc des stéréotypes sur les données, donc en amont d'entraînement, il y en aura forcément en sortie. Donc je prends l'exemple le plus récurrent, c'est l'exemple d'une IA générative pour un service de ressources humaines. Si historiquement il y avait des biais sur la manière de sélectionner les candidats, les différents candidats pour un certain poste, et que j'ai entraîné avec ces données-là, j'ai entraîné donc une IA générative, eh bien les biais seront retrouvés en sortie également. Donc c'est quelque chose sur lequel Microsoft met beaucoup l'accent, c'est le fait de ne pas ségréguer ou ne pas mal se comporter, ou plutôt ne pas avoir de préjugés par rapport à une communauté, peu importe la communauté, ou bien à des types de personnes. Ça peut être autrefois, nous ne pouvions pas avoir de personnes avec un certain handicap sur un poste en particulier. Aujourd'hui, grâce à l'évolution de la technologie, cette personne peut parfaitement effectuer toutes les tâches de ce métier. Donc, les données avec lesquelles doit être entraîné ce modèle-là doivent être mises à jour. Sure. Il peut y avoir des biais, en fait. Il peut y avoir des biais, et même dans le cas où il n'y a pas de biais donc au commencement, au départ, le comportement humain est quelque chose qui est forcément sujet à évoluer, à changer. Et donc, dans tout projet IA, on va généralement rencontrer ce qu'on appelle un drift de la donnée. Ce drift de la donnée, c'est ce qui symbolise quantitativement l'évolution du comportement humain. D'accord. Très bien. Donc, effectivement, c'est un projet de data, problème de qualité de données, des particularités à traiter.
La conclusion, c'est qu'il faut y aller. La conclusion, c'est qu'il faut y aller. Même s'il y a des complexités, des particularités. Voilà, moi, j'ajouterais une autre chose, c'est que c'est vrai que c'est exceptionnel. On l'a vu au moment de l'arrivée des clouds, où les clouds nous ont permis d'avoir cette élasticité, de pouvoir avoir des sujets, de ne pas avoir de limites. Et l'IA nous offre vraiment des périmètres, des enjeux importants. Donc il faut y aller. On sait qu'on est dans le temps. On fait un premier projet, on regarde, on apprend, on intègre l'IA, on intègre aussi peut-être le fait que tout le monde sache bien l'utiliser, se l'approprie, et on évolue d'année en année sur un parcours d'intégration de l'IA en fait. Absolument, c'est comme tout projet d'intelligence artificielle. L'IA va connaître un processus itératif au fur et à mesure de son évolution et de son intégration dans l'entreprise. Donc c'est un système de fonctionnement itératif. On aura un certain besoin auquel on va répondre dans un premier temps. Par la suite, on va tout de suite observer des évolutions à apporter donc à cette intelligence artificielle que l'on va pallier grâce à un réentraînement, grâce à l'amélioration des données ou grâce à ce qu'on appelle aussi des filtrages de contenu, des méta-prompts, c'est-à-dire des prompts qui vont être internes dans l'IA, ou des messages systèmes, donc qui vont diriger la réponse de l'IA pour à la fois structurer et maîtriser le côté FinOps, qui est très important. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du côté FinOps, c'est qu'effectivement, dans un projet, il y a aussi à vérifier, à gérer le coût. Absolument. Donc pour ça, généralement sur le cloud, sur le on-premise, la question ne se pose pas, car on a en général un matériel qui a été acheté et dont l'amortissement va se faire sur plusieurs années. Mais côté cloud, il faut absolument surveiller sa consommation. Dans le cas où, par exemple, je reprends l'exemple qu'on a pris au tout début, qui est celui donc, du chatbot intégré dans un site web pour la relation client, pour la FAQ. Celui-ci, une fois utilisé à grande échelle, va générer ce qu'on appelle des tokens. Des tokens, c'est un ensemble c'est une chaîne de caractères, un ensemble de lettres qui sont accolées, donc une très petite phrase ou un grand mot, qui génère donc du coup. Ouais. C'est après donc le RAG, c'est le deuxième élément générateur de coûts dans la mise en production d'une IA générative. Et ces coûts-là, on peut bien évidemment les gérer de la même manière qu'on va gérer tous les autres outils, donc sur Azure, sur Microsoft, grâce à des alertes, grâce à un monitoring. On va également les gérer donc, en limitant, en posant des restrictions donc, à l'IA générative quant à la génération et à la créativité du contenu qu'elle va gérer. Donc si on a besoin que d'une FAQ, on n'a pas besoin que l'IA générative utilise le style de Molière pour répondre ou de longues phrases pour répondre aux besoins du client. Et donc il faut orienter cette IA générative dans un premier temps quant au type de réponse générée pour l'orienter et l'axer sur le besoin du client qui l'utilise. Et de notre côté, on aura besoin évidemment de mettre en place et des alertes et des limites donc de facturation sur cette IA générative. D'accord, très intéressant. Donc un petit complément aussi dont on n'a pas parlé, c'est qu'évidemment là on parle de l'IA générative qu'on construit. On a accès aussi dans l'entreprise à d'autres formes, à d'autres IA. Il y a un copilote dans Office 365, dans Fabric, donc dans des choses pré-développées pour certains sujets. Et on a aussi ce que nous on connaît très bien, la génération de code, qui est intégrée un peu dans tous les outils de développement, qui sont des IA. Ce que tu disais au début, donc dédiés à un domaine, par exemple la gestion du code, et qui sont accessibles en plus de ce qu'on aura à créer. Très bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange. L'étape d'après, on en reparlera peut-être un peu plus tard, ça sera effectivement l'évolution, l'intégration des IA. Donc tu t'en as parlé, je crois, à un moment donné, sur la gestion, l'automatisation, les processus. Donc c'est cette capacité de l'IA à agir d'une façon séquentielle, à travailler sur des sujets, à agir peut-être plus fortement. Encore une autre étape. Merci beaucoup Amine pour nous avoir éclairé sur la partie IA génératif. Le plaisir est pour moi.